Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons voir comment discrétiser une variable quantitative à l'aide des fonctionnalités proposées par Excelstat. Mais avant de pratiquer le logiciel, revenons sur quelques aspects plus théoriques de la discrétisation. Discrétiser une variable consiste à la rendre plus discrète. En langage statistique, pour simplifier les choses, on peut dire que discrétiser revient à passer d'une variable comprenant beaucoup de modalités ou de valeurs différentes à une variable ne comprenant qu'un nombre réduit de modalités. Cela peut donc notamment servir à passer d'une variable quantitative à une variable qualitative. Il s'agit donc d'une transformation de variable. Cette transformation, elle est parfois nécessaire si on souhaite approfondir une étude ou accéder à certains tests statistiques. Alors, qu'est-ce qu'une bonne discrétisation? Il n'y a pas de réponse simple et unique à cette question, car elle dépend largement du contexte de l'étude. Mais on peut intuitivement répondre en disant qu'on s'attend le plus souvent à avoir des classes d'individus qui sont homogènes, donc avec de faibles différences entre individus d'un même groupe, et des différences qui sont prononcées entre les classes. Autrement dit, on se retrouve avec des classes bien distinctes les unes des autres et on est capable de caractériser chacune des classes. Alors cependant, dans certains cas, on préfère privilégier les effectifs par classe ou bien l'amplitude des classes comme critère essentiel de discrétisation. Dans tous les cas, deux questions se posent. Combien de classes faut-il créer et quelles bornes inférieures et supérieures faut-il utiliser? Ces questions, elles sont d'ailleurs plus ou moins liées, l'amplitude des classes pouvant mener à définir le nombre de classes obtenues. Alors plusieurs mathématiciens se sont penchés sur la question du nombre de classes, et ils ont proposé des formules différentes, intégrant également parfois des paramètres différents. On peut citer notamment la formule de Brooks-Karuthers, ou aussi celle de Sturgess-Hunsberger. Ces deux formules, elles sont assez génériques, donc plutôt passe-partout, mais elles ont l'inconvénient de ne pas être nécessairement bien adaptées aux séries statistiques qui nous intéressent. De plus, elles supposent d'avoir affaire à des distributions symétriques, proches d'une loi normale, ce qui n'est pas toujours le cas. Comme ces conditions ne sont pas toujours remplies, on peut considérer d'autres formules pour tenter de déterminer le nombre de classes à viser pour notre opération de discrétisation. Il y a ainsi la formule de Scott, qui fait appel à l'amplitude de l'ensemble de la série et à son écart type. On peut également utiliser la formule de Friedman-Diaconis, qui utilise aussi l'amplitude de la série et l'écart interquartile. Ces deux dernières formules épousent mieux les séries statistiques étudiées, puisqu'elles utilisent certains de leurs paramètres descriptifs. Dans toutes ces formules, on peut avoir une idée du nombre de classes qu'on pourrait légitimement avoir à l'aboutissement du processus de discrétisation. Reste à voir la question des bornes inférieures et supérieures utilisées pour chaque classe. Là encore, il y a rarement une réponse simple et évidente, sauf si le contexte de l'étude amène des valeurs de référence bien précises. Mais la plupart du temps, le nombre de classes et leurs bornes seront des paramètres définis par la méthode de discrétisation qui aura été choisie. La méthode de discrétisation, elle va être choisie essentiellement en fonction de la nature de la série statistique étudiée et en fonction de la question qu'on étudie. On distingue de nombreuses méthodes de discrétisation, mais on va se concentrer ici sur les plus fréquemment rencontrées, qui sont aussi celles qui sont proposées par le logiciel Excelstat. On va aborder la méthode de l'amplitude constante, la méthode des effectifs constants, la méthode des intervalles, la méthode de Fisher, la méthode des k-means et puis les méthodes 80-20 ou ABC. Alors, revenons successivement sur chacune de ces méthodes. Une première méthode peut être de constituer des classes d'amplitude égale, c'est-à-dire que l'intervalle entre la borne inférieure et la borne supérieure est toujours identique pour toutes les classes. Cette méthode peut être adaptée à des séries pour lesquelles il y a des seuils prédéfinis ou des valeurs clés. Mais elle suppose que la distribution soit assez symétrique, sans quoi on risque d'avoir certaines classes qui vont être très peuplées et d'autres totalement vides.
Cette méthode, elle permet de comparer des séries statistiques qui utilisent strictement le même découpage de classes avec les mêmes valeurs de bornes. Une deuxième méthode, dite des effectifs égaux ou effectifs constants, consiste à tenter de créer des classes de même effectif. De ce fait, on obtient presque toujours des amplitudes de classes qui vont être, elles, très variées au gré de la concentration ou de la dispersion des effectifs dans la distribution. Cette méthode revient en fait à calculer et à positionner les quantiles de la série de valeurs. Si on crée 4 classes, on travaille avec les quartiles. Si on crée 10 classes, on travaille avec les déciles. C'est une méthode qui permet ensuite d'effectuer des comparaisons entre séries si elles partagent le même ordre de grandeur de valeurs. Une des limites est que les classes constituées ne sont pas nécessairement constituées à effectifs constants si de nombreux individus ont pour valeur une des bornes de classe, car il faut verser toutes les valeurs qui ont la même valeur dans une même classe. Cela peut donc, au final, faire apparaître des déséquilibres d'effectifs entre classes, même si ce n'est pas ce qui est visé au départ. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit ici sur notre graphique, où la toute première classe à gauche a des effectifs plus nombreux que ceux des autres classes. Une troisième méthode consiste à déterminer d'emblée un nombre d'intervalles et à ensuite fixer une amplitude commune à tous ces intervalles en balayant toute la série de valeurs du minimum au maximum. Avec cette méthode, on peut donc comparer les classes entre elles puisqu'elles ont la même amplitude. Mais on peut aussi avoir des classes qui sont vides d'effectifs selon la distribution dont on dispose. Ici, ce n'est pas nécessairement le cas sur la représentation, mais on pourrait imaginer avoir un intervalle de valeurs pour lequel on n'a aucun effectif. Une autre méthode, c'est la méthode de Fisher. Dans cette méthode, on procède par itération et on ajoute les valeurs progressivement de façon à minimiser la variance intraclasse, ce qui indique que les individus se ressemblent suffisamment pour être placés dans une même classe, et ensuite à maximiser la variance interclasse, ce qui indique que les classes sont suffisamment distinctes les unes des autres pour ne pas être assimilées en une seule et unique classe. Une méthode non supervisée, une autre méthode, c'est la méthode des k-means. Alors dans cette méthode, on procède toujours par itération successive, mais au lieu de calculer des distances euclidiennes comme dans la méthode de Fisher, on calcule des centres de gravité de clusters. Les clusters on peut aussi associer aux classes. Ces centres de gravité sont recalculés à chaque nouvel apport de valeur jusqu'à ce que les clusters se stabilisent après avoir intégré toutes les valeurs. Enfin, on trouve les méthodes 80-20 ou 95-5 qu'on appelle aussi méthode ABC. Ce sont celles qu'on utilise souvent dans des études marketing ou commerciales et qui permettent de distinguer le groupe des effectifs à valeur spécifique du groupe des effectifs à valeur constante. La valeur courante, pardon. La démarche se rapproche de celle des effectifs égaux, sauf qu'on construit volontairement des classes de taille inégale en disposant 80% des valeurs dans une classe et 20% dans l'autre. Ou bien 80% dans une première classe A, 15% dans une deuxième classe B et 5% des effectifs dans une dernière classe C. Alors ça aboutit nécessairement à des amplitudes assez différentes. Alors prenons tout de suite un exemple pour que ce soit plus clair. On dispose d'une série de valeurs qui correspondent à la circonférence de troncs d'arbres, cette mesure étant un indicateur de leur niveau de développement. Afin de pouvoir envisager le croisement de cette mesure avec les conditions environnementales de ces mêmes arbres, par exemple, on souhaite discrétiser cette série de valeurs. Alors, sur XLStat, on va aller naturellement dans le menu XLStat. Il y a une fonction, une famille de fonctions ici, préparation de données,
Et à l'intérieur de cette famille, on a une commande qui s'intitule discrétisation. On va donc ouvrir cette fonction et saisir en colonne la colonne qui correspond ici à la variable qu'on souhaite discrétiser. Ici, j'ai bien pris l'intitulé des valeurs, donc je cherche bien à vérifier que mon libellé des colonnes est coché. Et je dois choisir ensuite la méthode. On y retrouve les méthodes dont on a parlé précédemment, l'amplitude constante, les intervalles, les effectifs égaux, la méthode automatique de Fisher, la méthode Deca-Means, et puis les méthodes 80-20 ou ABC. Alors vous voyez qu'elles sont classées différemment. Ici, à chaque fois, il faut bien comprendre que les valeurs sont classées par ordre croissant. Et donc, selon qu'on s'intéresse plutôt aux 20 premiers pourcents ou aux 80%, on va prendre l'une ou l'autre. Alors ici, je vais conserver, par exemple, la méthode Deca-Means et demander à ce que cette méthode nous crée au final 5 clusters, 5 classes, et commander ici une dizaine de répétitions au cours de 500 itérations. J'ai un onglet options qui me permet éventuellement d'accorder des poids différents sur chacune de mes valeurs, ce qui n'est pas le cas ici, puisque un arbre va avoir autant de poids qu'un autre arbre. Toujours la question de des données manquantes. Ici, je vais cocher ne pas accepter de données manquantes, donc je vais avoir un message d'erreur si jamais il détecte des données manquantes. Les sorties. Alors, ce qui est intéressant dans la méthode Deca-Means, ça va être d'avoir les barycentres, c'est-à-dire les centres de gravité, et puis des résultats peut-être par objet. On peut demander aussi des graphiques. OK. J'ai toujours ma petite fenêtre de dialogue intermédiaire qui permet de vérifier le nombre de lignes et de colonnes concernées par la fonction. Ici, une colonne 47 lignes. Continuer. Et je vois que XLStat, comme à son habitude, me crée un nouvel onglet, m'a généré un histogramme, ici, comme demandé, et surtout m'a généré des classes, qui sont décrites ici, 5 classes. On va élargir un petit peu les colonnes. 5 classes qui sont décrites ici par leur barycentre, donc c'est-à-dire leur centre de gravité. En l'occurrence, le centre de gravité de la première classe correspond à une circonférence de tronc de 24,2 cm. Donc ce sont des valeurs qui sont purement calculées. Et dans cette première classe, donc qui s'étend, dont les bornes ici sont décrites, donc qui vont de circonférence allant de 10 et qui s'arrête juste avant 42. On voit ici que la valeur 42 n'est pas concernée, elle est reprise ici dans la deuxième classe par contre. Dans cette première classe, on va avoir une vingtaine d'arbres concernés, 20 effectifs, ce qui correspond à 42,6% de nos effectifs totaux, c'est-à-dire des 47 individus. La deuxième classe a pour amplitude donc 42 à 61, donc quasiment une vingtaine de centimètres de circonférence de tronc, d'amplitude, alors que là on en avait 32 sur la première. Et puis dans cette deuxième classe, on retrouve 16 effectifs, 16 arbres. Une autre amplitude ici sur la troisième classe qui va de 61 à 90, la quatrième qui va de 90 à 115, et la toute dernière classe, elle a été créée exprès pour un individu dont la circonférence est de 115. Alors on voit que en fait cette dernière classe, elle correspond au fait que les deux individus de la quatrième classe ont des valeurs qui sont a priori assez proches plutôt de la borne inférieure, vu que la moyenne est à 91. La moyenne pour cette classe, le centre de gravité est à 91. Et donc ensuite, j'ai un résultat par objet, c'est-à-dire pour chacun des individus. Ici, je n'ai que 47 arbres, donc ça va, on peut encore observer cette liste. Et on a l'affectation, individu par individu, l'affectation à la classe concernée. À noter que si je relance cette discrétisation, je ne vais pas nécessairement obtenir strictement les mêmes résultats, puisqu'il s'agit d'une méthode non supervisée,
C'est-à-dire que les individus de départ qui sont choisis pour constituer les tout premiers clusters ne vont pas être nécessairement les mêmes d'une opération à l'autre. On peut aussi produire, alors ça c'est spécifique pour la méthode des k-means. Si on va voir dans la famille qui s'appelle classification, il y a une fonction qui s'appelle partitionnement univarié. Et donc là, on peut lancer également cette fonctionnalité. On a un tableau d'observation variable et lancer, donc sélectionner ici pareil nos individus. On a toujours sélectionné le libellé des colonnes, donc on coche naturellement ici. On n'a pas de poids spécifique sur chacun des individus et on souhaite toujours faire 5 classes. Les données manquantes, on ne va pas les accepter. Et là, ce qui nous intéresse, ça va être notamment les barycentres. Donc je vais à nouveau relancer cette fonctionnalité-là et on voit qu'on obtient donc à nouveau des barycentres. Donc encore une fois, on va utiliser cette fonctionnalité-là uniquement pour la méthode des k-means. Il n'y a pas d'autres méthodes qui sont proposées à travers cette famille classification, elle a d'autres vocations derrière, notamment y compris pour des variables qualitatives. Et donc là, on voit qu'on obtient donc nos 5 classes, mais avec des barycentres au final qui ne sont pas nécessairement identiques, strictement identiques à ce qu'on pouvait obtenir en première instance. Donc là, on retrouve notre 24,2 pour notre première classe qu'on avait déjà dans notre première méthode, 24,2 ici, de circonférence pour notre barycentre. Par contre, on voit que, par exemple, sur la 5e classe, ici, qu'on a lancée via la méthode de classification, on obtient 72,4 pour notre barycentre, alors qu'on avait 115 pour la fonctionnalité de discrétisation. Donc on n'obtient pas exactement la même répartition ni les mêmes barycentres. On voit ici qu'on a bien 20 individus, 11, puis 3, 8, 5. Avec le partitionnement univarié, on a 20, 16, 8, 2, 1 pour le processus de discrétisation. Donc voilà, des choses qui sont légèrement différentes. Ici, on voit qu'il nous a mis donc les objets, les arbres en l'occurrence, dans chacune de nos 5 classes. Donc ici, elles apparaissent en colonne. Et puis, on a à nouveau l'affectation objet par objet à chacune des classes ici. Et voilà pour cette vidéo sur la discrétisation. À bientôt pour une autre vidéo consacrée aux statistiques.